Vinzenz Kaiser est né le 28 février 1904 à Waltersdorf, près de Judenburg, en Styrie, une zone rurale où la politique se vivait intensément depuis la fin de la Grande Guerre. La Vienne d'après-guerre fut marquée par des crises économiques, des ressentiments nationaux et une lutte permanente entre projets idéologiques. Dans cet environnement, Kaiser ne s'est pas formé dès le départ comme intellectuel ni comme militaire de carrière. Il s'est formé comme un jeune ouvrier. Il a terminé l'école et a travaillé dans une quincaillerie, un emploi qui le maintenait proche de la vie quotidienne du village, mais qui ne l'a pas isolé de la radicalisation politique qui s'est étendue dans les années 20. Cette radicalisation l'a saisi tôt. Le 15 septembre 1927, il rejoint le Parti national-socialiste et les SA autrichiennes, alors que le militantisme nazi ne se présentait pas encore comme un chemin sûr, mais comme un pari risqué dans un pays où les gouvernements alternaient répression et tolérance selon la conjoncture. Avec cette adhésion, Kaiser n'adopte pas seulement une identité politique. Il entre dans une structure qui fonctionnait par cellules, contacts et discipline et qui commença à opérer clandestinement en Autriche à mesure que l'État durcissait sa position. Le saut décisif eut lieu le 10 octobre 1931, lorsqu'il entra dans les SS. Dès ce moment, l'organisation lui assigna une tâche concrète, recruter et diriger des groupes dans les villages autour de Judenburg. Cette mission ne semblait pas héroïque, mais elle définissait son profil, travail de terrain, construction de réseaux et obéissance hiérarchique. Kaiser organisa des réunions discrètes, chercha des sympathisants, maintint des liens et étendit sa présence dans une région où la loyauté se mesurait par le silence et par la capacité de rester actif lorsque l'État surveillait. Dans ces années, la politique autrichienne se tendit jusqu'au bout. Les autorités persécutèrent les nazis et le militantisme oscillait entre arrestation, interdiction et retour. La répression le toucha de plein fouet. Au début de 1933, le gouvernement autrichien l'arrêta et le détenit pendant 3 mois pour son affiliation et son activité, puis il reçut une peine de 6 semaines de prison liée à ce militantisme. L'expérience ne le brisa pas, elle le poussa à un pas plus extrême. Après sa libération et avec Hitler déjà au pouvoir en Allemagne, la juridiction des SS en Autriche ordonna qu'il quitte le pays et se rende au Reich. Ce départ n'était pas un déménagement, c'était un déplacement politique. Kaiser franchit la frontière en tant que réfugié et fut intégré dans la soi-disant Légion SS autrichienne, un contingent composé de militants ayant fui ou été expulsés et qu'Allemagne utilisait comme réserve et comme instrument de pression sur l'Autriche. Les archives de sa carrière le situent arrivant dans les camps de Lechfeld et Dachau le 21 août 1933, où il reçut 3 mois de formation militaire de base au sein de la Légion SS autrichienne. Cette période fit de lui un sous-officier en progression. Il obtint des promotions internes et se vit confier la tâche de diriger une petite unité, le Sturm 8/3, un poste qui impliquait déjà un commandement sur des hommes et une routine d'entraînement quotidien. Concrètement, Kaiser passa de recruteur clandestin dans les villages de Styrie à cadre opérationnel au sein de l'appareil SS du Reich. En 1934, sa trajectoire entra dans un circuit plus sélectif. En mai de cette année-là, il assista à un cours de leader à l'École supérieure de police de Potsdam, un centre qui fut ensuite lié au développement de la SS-Verfügungstruppe, le noyau armé qui se consolida plus tard comme la Waffen-SS. Ce cours n'était pas une formalité. Il le forma au commandement, à la discipline et aux méthodes de conduite des troupes et le connecta au modèle d'officier SS que Himmler cherchait à créer, dur, obéissant et politiquement fiable. À l'issue de cette formation, Kaiser et son unité furent transférés à Munich et, le 14 juin 1934, il reçut la promotion à SS Untersturmführer. Cette promotion, cependant, ne le rendait pas intouchable. Kaiser se heurta à une limite qui, dans les SS, pesait autant que le courage, la discipline interne. Pour sa participation à une bagarre à Ebertshausen, au nord de Munich, il fut marqué et, en mars 1935, expulsé de la Verfügungstruppe et affecté à une autre destination au sein des SS. Pour un jeune officier, cette expulsion équivalait à une chute réelle. Elle le retirait du noyau de combat et l'envoyait dans une marge administrative dont beaucoup ne revenaient pas. Kaiser n'accepta pas cette marge. Il utilisa ses contacts, chercha des soutiens, insista avec des demandes formelles
et, lorsque cette voie ne suffisait pas, écrivit directement au Reichsführer SS Heinrich Himmler. La lettre n'était pas un geste désespéré, c'était un pari calculé. Kaiser demanda sa réintégration à la Verfügungstruppe et argumenta son utilité. La réponse arriva rapidement. Himmler approuva son retour. Ce retour révéla quelque chose de clé sur le personnage. Non seulement il obéissait, mais il savait aussi se mouvoir dans la bureaucratie SS lorsque sa carrière était compromise. Avec sa réintégration, son ascension reprit son cours. Le 15 septembre 1935, il fut promu SS Obersturmführer et reçut la mission d'instructeur à la SS Junkerschule de Bad Tölz, l'une des écoles de formation d'officiers les plus importantes du système. Là, il ne forma pas seulement des cadets, il s'intégra également au département sportif, un espace que les SS utilisaient pour renforcer l'idéal physique du nouvel officier. Kaiser participa à l'athlétisme, au saut en longueur et au lancer du poids et accumula des insignes sportifs qui fonctionnaient comme des références internes, non pour leur valeur compétitive mais pour ce qu'ils représentaient, performance corporelle, discipline et résistance. Bad Tölz fut sa plateforme finale avant le grand tournant politique de 1938. Alors que l'Autriche se rapprochait de l'Anschluss et que le Reich préparait son expansion, Kaiser se consolida comme un officier de formation, capable d'instruction et jouissant du prestige interne que donnait l'appartenance à une Junkerschule. Ce cycle se clôtura le 20 avril 1938 lorsqu'il fut promu SS Hauptsturmführer. Cette promotion survint à une date symbolique pour le régime et lui assura une place claire dans la machine. Il n'était pas un improvisé de province, c'était un cadre SS déjà éprouvé dans la clandestinité, l'exil, l'entraînement et la discipline institutionnelle. Jusqu'en 1938, la vie de Vinzenz Kaiser se définissait par une séquence précise. Militantisme précoce, répression étatique en Autriche, départ forcé pour le Reich, formation dans la Légion SS, promotion comme sous-officier, formation au commandement à Potsdam, chute pour indiscipline, retour par intervention directe et consolidation comme instructeur à Bad Tölz. Lorsque l'Europe entra dans sa phase finale de tension, Kaiser n'était plus un activiste. Il était devenu un officier préparé pour une guerre que le régime avait déjà décidé de mener. La Seconde Guerre mondiale, 1941-1943. Lorsque la Seconde Guerre mondiale commença en septembre 1939, Vinzenz Kaiser ne partit pas au front avec les premières vagues. Il resta à la SS Junkerschule de Bad Tölz au sein d'un système qui équilibrait encore deux besoins contradictoires. Former des officiers pour une guerre longue et, en même temps, fournir au front des cadres capables de soutenir le rythme des campagnes. L'école maintenait sa routine d'instruction et de discipline, et Kaiser continuait à remplir son rôle de cadre de formation, tandis que le Reich étendait sa guerre en Europe. Cet équilibre fut rompu avec la campagne de l'Ouest. Le 14 juin 1940, en pleine invasion de la France, ses supérieurs recommandèrent son transfert au front. La recommandation n'était pas un geste cérémonial, c'était un ordre qui le sortit de la formation et le poussa vers le combat réel. Kaiser reçut le commandement d'une compagnie au sein du bataillon de remplacement de la Leibstandart, une affectation qui le liait à une unité d'élite, bien que par l'intermédiaire de sa structure de remplacement et de réorganisation. Le changement dura peu. Le 26 juin 1940, à la fin de la campagne de France, Kaiser fut transféré au régiment Der Führer. Cette affectation définira sa guerre jusqu'en 1943. Là, il ne se contenta pas de s'intégrer. Il forgea sa réputation, car le régiment devint une pièce centrale de l'appareil Waffen-SS en expansion, et ses officiers furent soumis à un cycle constant de campagne, d'usure et de reconstruction. En juillet 1940, la SS Verfügungstruppe se déplaça aux Pays-Bas puis en France pour des missions d'occupation. Pendant cette période, l'appareil SS armé initia une réorganisation formelle et adopta le nom qui le désignerait dès lors, Waffen-SS. Le transfert dans les zones occupées ne signifia pas repos. Il signifiait entraînement, réarmement, renouvellement du personnel et préparation pour le saut suivant. Dans ce cadre, en septembre 1940, Kaiser reçut le commandement de la 9e compagnie du 3e bataillon du régiment Der Führer. Cette date marqua un point clair. Il n'était plus instructeur. Il devint commandant de compagnie au sein d'une unité que le régime préparait à utiliser comme instrument offensif.
La réorganisation se poursuivit. En décembre 1940, le régiment Germania fut intégré au cadre d'une nouvelle division en formation, tandis que les régiments Deutschland et Der Führer restaient à la base de la division qui reçut un nom définitif, SSS Das Reich. Avec cette structure, le régiment de Kaiser passa à une division que le commandement utilisait comme réserve mobile, conçue pour des frappes rapides et une résistance solide lorsque le front cédait. Le théâtre suivant fut les Balkans. En mars 1941, la division Das Reich fut envoyée pour l'invasion de la Yougoslavie. Le commandement allemand l'intégra au 41e corps Panzer et l'employa dans des opérations qui conduisirent à la conquête de Belgrade. Pour Kaiser, ce déploiement fut le premier usage actif de son unité sous son commandement direct dans une campagne éclair d'occupation. La vitesse de l'avancée exigeait le contrôle des routes, la discipline dans les colonnes et une réaction immédiate face aux foyers de résistance. Là, en terrain urbain et en mouvement, il testa sa capacité à diriger une compagnie dans des conditions réelles. Après cette campagne, le saut fut beaucoup plus important. Le 22 juin 1941, avec le début de l'opération Barbarossa, Das Reich fut envoyé sur le front de l'Est comme partie du 2e armée Panzer du groupe d'armées Centre. À partir de ce jour, le régiment Der Führer et les hommes de Kaiser entrèrent dans une guerre différente, plus longue, plus étendue, plus brutale et avec un rythme d'usure incomparable à la France ou à la Yougoslavie. La division avança par Brest, passa par Minsk et entra en combat à Starsika. Puis, elle traversa la Bérésina et franchit des zones marécageuses en direction de Mogilov et Smolensk. Dans ce corridor, chaque village devint un point de résistance, chaque passage un goulet d'étranglement, et chaque kilomètre gagné coûtait des hommes et du matériel. Le 28 juillet 1941, après la prise de Smolensk, Kaiser reçut la Croix de fer de 2e classe comme commandant de compagnie. Cette distinction reflétait un fait simple. Pendant l'avancée, son unité remplit sa mission et il resta en tête de l'action. L'usure ne s'arrêta pas. La bataille se déplaça vers des défenses et contre-attaques soviétiques et Das Reich fut poussé à tenir le terrain face à des attaques de plus en plus organisées. Pour des actions défensives à Yelnya, Kaiser reçut la Croix de fer de 1re classe le 24 août 1941. En moins d'un mois, il accumula 2 décorations qui, dans le langage du Reich, signifiaient efficacité sous pression. En pratique, elle signifiait que sa compagnie tint bon là où le front menaçait de céder. Le 19 octobre 1941, la division participa à l'opération Typhon, l'offensive vers Moscou. La campagne fut lancée avec l'ambition d'une conclusion rapide et l'avance initiale réduisit les distances à un point extrême. La division se retrouva à environ 16 km du centre de la ville. Cet approvisionnement coûta cher. Les pertes explosèrent. La fatigue s'accumula et la logistique commença à faillir. Dans cette phase, Kaiser fut blessé à plusieurs reprises lors d'actions continues et malgré tout, il resta dans le cycle opérationnel jusqu'à ce que la situation oblige à réorganiser les restes. À la fin de 1941, la contre-offensive soviétique d'hiver frappa de plein fouet la division. Le front recula, les unités se fragmentèrent et l'usure devint un saignement quotidien. En février 1942, le régiment Der Führer tomba à un niveau critique, avec un nombre de combattants si bas que le commandement reclassa la division comme groupe de combat Das Reich. Cette transformation fut une reconnaissance de la réalité. Il n'y avait plus de division complète. Il ne restait qu'un ensemble de reliquats qui devaient résister et reculer sans s'effondrer. Pendant cette période, Kaiser fut de nouveau blessé et transféré à l'hôpital militaire de Karpacz, dans le sud-ouest de la Pologne. Là, éloigné du front pour raisons médicales, sa carrière ne s'arrêta pas complètement. Pendant cette convalescence, ses supérieurs le recommandèrent pour une promotion en raison de ses performances et de son leadership en tant que commandant de bataillon. Une reconnaissance qui montrait que, même avec des pertes extrêmes, le commandement continuait à observer qui conservait le contrôle sous pression. Lorsqu'il se rétablit, l'ordre fut précis. Kaiser dut se présenter devant le bataillon de remplacement du régiment Der Führer. Le groupe de combat Das Reich, pendant ce temps, résistait à des offensives soviétiques successives jusqu'en juin 1942. Ce mois-là, le commandement ordonna son retrait du front. Cette décision marqua une rupture. Ce n'était pas une pause.
mais une reconstruction forcée pour une unité qui ne pouvait plus maintenir sa forme originale. La division fut envoyée en France pour réorganisation et y resta jusqu'à la fin janvier 1943. Pendant ces mois, le régiment reconstruisit ses cadres, reçut des remplaçants, répara son matériel et s'entraîna à nouveau pour revenir à une guerre qui, à ce moment-là, n'offrait plus de campagne courte ni de fin nette. Kaiser fit partie de cette machinerie de réarmement avec une expérience réelle en Yougoslavie et sur le front vers Moscou, des blessures accumulées et un prestige interne acquis dans la période la plus difficile de 1942, la troisième bataille de Kharkov. Au début de 1943, la division SS Das Reich retourna sur le front de l'Est après sa période de réorganisation en France. La situation stratégique changea brusquement. L'armée allemande venait de perdre Stalingrad, le front sud se désagrégeait et les forces soviétiques avançaient à une vitesse qui menaçait de rompre l'équilibre opérationnel. Dans ce contexte, le commandement allemand lança la contre-offensive de Manstein, une manœuvre destinée à reprendre l'initiative par des coups concentrés et non par une ligne continue. Cette logique entraîna la Das Reich dans une campagne qui se termina par la troisième bataille de Kharkov. Un combat pour une ville qui avait déjà changé de main et qui devint à nouveau un symbole et un piège. Lorsque la Das Reich reprit le combat en tant que division Panzergrenadier, elle fut rattachée au corps Panzer SS commandé par Paul Hauser. Sa mission immédiate consistait à soutenir la défense et, dès qu'une opportunité se présentait, à lancer la contre-offensive visant à couper les pointes soviétiques et à reprendre des terrains clés. Kharkov apparaissait sur cette carte comme un objectif inévitable. C'était un nœud ferroviaire, une référence logistique et une pièce politique que le commandement allemand souhaitait récupérer pour vendre l'idée d'un contrôle à l'Est. Le terrain autour de la ville offrait des défenses naturelles, des rivières et des avenues d'approche qui transformaient chaque avancée en un corridor de feu. Rien de tout cela ne simplifia le combat. Au contraire, il le rendit plus lent, plus sanglant et plus confus. Dans ces jours, Vinzenz Kaiser n'occupait plus un rôle d'instructeur ou d'arrière-garde. Le commandement lui confia le contrôle du 3e bataillon blindé de semi-chenilles du régiment Der Führer, une unité conçue pour pénétrer rapidement, maintenir la pression et exploiter les brèches sous le feu. Kaiser arriva sur un front où le rythme des décisions se mesurait en heures et où l'initiative tactique pesait autant que les ordres de haut niveau. La Das Reich s'approchait de Kharkov depuis des secteurs où les soviétiques avaient déjà préparé des défenses profondes avec des tranchées anti-chars, de l'artillerie bien positionnée et des noyaux d'infanterie qui résistaient quartier par quartier. Lorsque les unités allemandes atteignirent les faubourgs, le combat se bloqua. Un fossé anti-chars et des positions d'artillerie freinèrent l'élan initial, tandis que d'autres bataillons du régiment tentaient d'avancer par des routes parallèles. À ce moment, le commandement allemand fit face au dilemme classique, insister et se lancer dans un combat urbain ou pivoter et exécuter la manœuvre opérationnelle d'encerclement et d'anéantissement des forces soviétiques en retraite. Cette tension se personnifia dans une décision qui définira la phase suivante. En milieu d'après-midi, Hermann Hoth ordonna à la Das Reich d'annuler l'assaut immédiat et de se déplacer vers le nord-est, dans l'intention de couper la retraite soviétique et d'éviter que le combat urbain ne dévore du temps et des hommes. Hossé n'obéit pas à cet ordre. Il jugeait trop dangereux de rompre le contact à ce moment-là, avec des unités déjà engagées et l'ennemi pressant sur des points d'appui. Pour ne pas rester immobile, il envoya un détachement d'une autre division du corps pour accomplir la tâche d'interdiction et maintint le plan de pénétration dans la ville avec l'ensemble principal. Cette désobéissance n'était pas un détail bureaucratique. Elle marqua la différence entre une opération de manœuvre et une bataille d'usure dans un labyrinthe de rues. Parallèlement, une infiltration préalable d'éléments du régiment Deutschland ouvrit un point d'appui derrière les lignes soviétiques immédiates. Cette avancée créa une tête de pont à l'intérieur de la zone urbaine et provoqua des contre-attaques soviétiques violentes qui menacèrent d'écraser la position avant l'arrivée des renforts. Dans ce contexte, le commandement du régiment envoya le 3e bataillon de Kaiser pour soutenir et élargir le secteur. Le plan initial prévoyait d'attendre l'arrivée d'un bataillon Panzer et d'entrer avec des chars et des semi-chenilles coordonnés. Kaiser n'accepta pas cette attente. Il arriva, évalua la fragilité du moment et choisit d'attaquer. Ce tournant définissait son rôle à Kharkov.
Kaiser décida de ne pas se limiter à renforcer le front défensif de la tête de pont. Il ordonna un coup depuis la tête de pont elle-même pour soulager la pression sur le 1er bataillon et, si possible, étendre le contrôle vers l'intérieur. L'action progressa rapidement. Elle repoussa les forces soviétiques vers l'est, élargit le périmètre et transforma un point isolé en un coin plus stable. Le point clé ne fut pas seulement le mouvement, ce fut le choix d'attaquer sans attendre les chars. Cette décision augmenta le risque, mais exploita également la confusion de l'ennemi au moment précis où une contre-attaque tenta de refermer la brèche. La pénétration atteignit la gare principale. Là, Kaiser se lia avec un élément de reconnaissance de la Leibstandarte, qui avançait également dans la ville. Ce lien scella une continuité tactique entre les unités du corps SS qui permit de maintenir l'élan. Le lendemain matin, le secteur occidental de Kharkov fut sous contrôle allemand avec une plus grande solidité. La poursuite qui suivit infligea des pertes aux forces soviétiques en retraite et l'avancée se termina par la capture d'un matériel significatif. Environ 40 pièces d'artillerie tombèrent entre les mains des Allemands après la coupure et l'effondrement des positions défensives. Au milieu de ce combat urbain et d'approche, Kaiser mena également des actions ponctuelles qui enrichirent son dossier de décoration. Lors des affrontements à Kharkov, il détruisit 4 chars ennemis avec des armes portatives, un chiffre qui lui valut 4 insignes argentés de destruction de chars. Ce type d'épisode servit de preuve pour les propositions de promotion et de récompense dans une guerre où le symbolisme du courage individuel cohabitait avec le calcul froid de la nécessité d'officiers capables de maintenir des unités cohésives sous pression. Après la bataille, la reconnaissance formelle arriva en chaîne. Le 6 avril 1943, Kaiser reçut la croix de chevalier. Sa proposition soulignait son efficacité antérieure et sa bravoure personnelle, formulation typique des citations de décoration, mais soutenue par un fait concret. À Kharkov, il prit une initiative tactique qui accéléra le contrôle du secteur occidental et qui, aux yeux de son commandement, justifiait la récompense. Après Kharkov, la Das Reich ne connut pas de véritable repos. La campagne se déplaça vers l'été 1943 et le grand choc blindé de Koursk, où la division se retrouva de nouveau coincée dans un épuisement continu. Les opérations ultérieures la poussèrent dans une longue retraite, avec des combats successifs et des pertes accumulées. Le 31 août 1943, Kaiser fut blessé dans la région du Mius et dut être transféré à un hôpital des SS à Cracovie. En son absence, le commandement du bataillon passa au SS Sturmbannführer Helmut Kempfe, un remplacement qui marqua la fin de la phase la plus visible de Kaiser à la tête de son unité en 1943. 1944 est la fin de Vinzenz Kaiser. Après des mois de convalescence pour les blessures subies en 1943, Vinzenz Kaiser redevint disponible au sein de la réserve d'officiers des SS. À ce moment-là, la guerre penchait déjà clairement contre l'Allemagne et le haut commandement commença à bouger les pièces avec pragmatisme. Retirer du front des vétérans précieux pour les transformer en instructeurs et les renvoyer au combat lorsque la situation devenait désespérée. Le 8 janvier 1944, Kaiser fut affecté à la SS Panzer Grenadier-Schule de Prozechnitz-Kinschlag, au sud de Prague, en tant qu'instructeur et commandant du SS Panzer Grenadier Lehr Régiment. Contrairement à une unité de première ligne, ce régiment Lehr fonctionnait comme formation de démonstration et de test. Il entraînait aux tactiques, mettait au point des méthodes de combat et évaluait l'armement à un moment où la Wehrmacht et les Waffen-SS ne pouvaient plus se permettre aucune improvisation. Dans ce cadre, l'école travaillait dans le but de standardiser les procédures, former les cadres et préparer les unités pour un front qui changeait semaine après semaine. La mission, cependant, ne fut pas facile. Kaiser ne reçut pas un régiment complet de vétérans. Il reçut un ensemble de recrues et de Volksdeutsch, allemands ethniques, avec des niveaux d'instruction et des origines variées, et dut les transformer en une force cohérente. Le problème n'était pas seulement tactique. L'école formait des soldats, tandis que le Reich exigeait des résultats immédiats, et cette tension traversa toute l'année 1944. Dans les rapports d'évaluation du système SS, on soulignait son tempérament stable, son caractère correct et sa fiabilité, trait qui le distinguait de l'archétype de l'officier histrionique que la propagande préférait montrer.
Dans cette même période, l'Allemagne procéda à l'occupation de la Hongrie en mars 1944, connue officiellement sous le nom d'Opération Margaret. L'occupation ouvrit la voie à un contrôle allemand plus direct sur l'appareil de sécurité et, peu après, à des déportations massives de juifs hongrois sous coordination allemande et participation des forces locales. Bien que Kaiser restât affecté à des tâches d'instruction à Prosetschnitz, Kinschlag, le climat général de 1944 le marqua. Dans le Reich, il n'existait plus de arrière propre. Même les écoles devinrent des réservoirs de cadres pour combler les trous sur le front. Sa carrière, néanmoins, continua de progresser. Le 20 avril 1944, Kaiser fut promu SS Obersturmbannführer. La date n'était pas un hasard. Le régime utilisait le calendrier comme scène politique et militaire. Et ce jour-là, l'anniversaire d'Hitler servait de journée typique de promotion et de décoration. Pourtant, la promotion reflétait quelque chose de concret. Le haut commandement le considérait utile comme formateur et comme commandant capable de revenir au combat si la guerre l'exigeait. Cette exigence se fit sentir à la fin de 1944. Avec la Normandie perdue, la France en retraite et le front occidental approchant des frontières du Reich, le critère changea. Les hommes avec une expérience réelle de première ligne commencèrent à se faire rares et les écoles se transformèrent en viviers pour les divisions qui se défaisaient. C'est pourquoi, à la fin de novembre 1944, Kaiser quitta Prosetschnitz-Kinschlag avec ses hommes pour reformer le SS Panzergrenadier Régiment 38 au sein de la 17e. SS Panzergrenadier Division Götz von Berlichingen. Cette division avait accumulé d'énormes pertes depuis la Normandie et subissait l'usure typique d'une unité ayant combattu, dû se retirer, puis se reconstituer pour être à nouveau contrainte de reculer. À partir de ce transfert, Kaiser cessa d'être instructeur et retrouva le profil de commandant de combat. La 17e division défendit le Westwall jusqu'au 18 mars 1945, lorsque l'offensive américaine rompit des secteurs de la défense allemande et obligea à des replis rapides. Le repli ne ressemblait pas à une retraite ordonnée. Il ressemblait à un enchaînement de petites crises, routes saturées, unités mélangées, communications rompues, pénurie de munitions et un ennemi avançant avec une supériorité matérielle constante. Dans cette dynamique, le haut commandement envoya la division vers la région de Nuremberg et Kaiser prit le contrôle des fortifications dans le secteur central assigné à son unité. La ville, chargée de symbolisme pour le nazisme en raison des congrès du parti, devint un objectif psychologique autant que militaire. Les défenses improvisées tentèrent de freiner l'avancée, mais avec des forces déjà épuisées et en nette infériorité. En mars 1945, les registres de commandement de la division elle-même le mentionnaient comme commandant dans cette phase finale, au milieu de changements rapides de direction. Le 19 avril 1945, le poste de commandement divisionnaire reçut un message radio confirmant l'attribution des feuilles de chêne pour la croix de chevalier à Kaiser, en reconnaissance de ses actions défensives autour de Nuremberg. À ce stade, la valeur de la décoration n'était plus stratégique. Elle servait d'instrument de cohésion, un signal tardif que le système continuait de récompenser les courageux tandis qu'ils s'effondraient. La réalité sur le terrain était plus crue. Le 20 avril 1945, le SS Panzergrenadier Régiment 38 fut pratiquement détruit. Dans cette situation, Kaiser décida d'observer personnellement les mouvements ennemis. Il prit à ses côtés son aide de camp, le SS Hauptsturmführer Franz Kukula, et tous deux partirent en mission de reconnaissance dans la zone des combats défensifs. Il ne s'agissait pas d'un geste symbolique, il cherchait des informations immédiates pour soutenir ce qui restait de son secteur. Mais cette sortie marqua le point final vérifiable de son histoire. Kaiser et Kukula ne revinrent pas. Pendant des décennies, leur disparition resta enveloppée de versions incompatibles. Capture, mort dans un affrontement mineur, exécution sommaire ou enterrement improvisé sans identification. Aucun corps ne permit de clore le dossier. L'incertitude survécut même à l'immédiat après-guerre, lorsque les champs de bataille autour de Nuremberg furent remplis de fosses rapides et de restes anonymes. En 1976, l'enquête prit un tournant concret. Des autopsies furent réalisées sur environ 200 cadavres trouvés dans une fosse commune près de Nuremberg.
Parmi ces restes, Franz Kukula fut identifié positivement et la cause de la mort fut déterminée comme étant un tir dans la nuque à courte distance. Le corps de Kaiser ne fut pas retrouvé parmi les identifiés. À partir de ce moment, l'hypothèse jugée la plus plausible soutint que les deux avaient été capturés et exécutés sur le champ pendant le chaos des derniers combats, mais sans preuve définitive permettant de fixer le moment exact et le responsable immédiat. Quant aux feuilles de chêne, le cas ne fut pas non plus clos administrativement. Malgré le message radio du 19 avril 1945, en 1999, cette attribution fut déclarée invalide pour ne pas avoir été traitée via la chaîne de commandement appropriée, laissant un voile d'incertitude sur la vie d'un homme qui tenta de vivre avec discipline et courage.